Politique et écologie politique, deuxième partie, penser et agir avec Gaïa. On a vu surgir à plusieurs moments depuis le début de ce colloque une sorte de tension suggérant que peut-être il y avait plusieurs périodes de Bruno Latour, plusieurs Bruno Latour, et il faut dire de fait que pour certains voyaient le moment Gaïa comme quelque chose qui était séparé, sans relation finalement avec la sociologie des sciences, avec le moment de l'acteur réseau. Et bien entendu, je pense que vous avez compris depuis le début qu'en réalité, au fur et à mesure des interventions, il y a une unité qui est mise en place à travers toute l'œuvre de Bruno, mais une unité à travers des transformations et des recompositions. Et ce moment, Gaïa est une des recompositions les plus fortes qui demande un certain nombre de points de discussion. Et d'ailleurs, quand il y aura un travail sur les archives, je pense qu'à travers ces documents de travail de Bruno, à travers ces différents brouillons, ces mails, tous ces textes, on pourra suivre ce cheminement de recomposition au plus près d'une pensée en train de se transformer. Alors, pour cette table ronde, je vais passer la parole à Serge Ludwig, d'abord, alors je voulais présenter comme spécialiste de la théorie du droit, mais il vient de dire qu'il n'était plus du tout spécialiste de la théorie du droit et que c'était un effet direct de Bruno Latour. Donc, je le laisse se présenter lui-même, se définir lui-même. Pardon, excuse-moi. D'accord. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cet événement. Je suis très content d'être là. Alors, je vais faire deux choses aujourd'hui. D'abord, je vais dire un mot sur l'importance du travail de Bruno pour le juriste que je suis. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je me dois et je lui dois de le faire, car c'est grâce à la fabrique du droit que je me suis réconcilié avec le fait que j'étais juriste, ce qui n'est pas une petite chose d'ailleurs. Bon, il y aura certes quelques petites redondances avec ce que Frédéric Audren a dit, mais je vais les réduire à un minimum. Après, je vais embrayer sur le thème de cette session en mettant l'accent sur ce qu'avec Isabelle Stengers, nous avons appelé la résurgence des communs. Pour des raisons de santé, vous savez, Isabelle n'a pas pu nous rejoindre, mais je me fais ici, comme Vinciane et Didier hier, un peu son relais avec son approbation. Alors, le droit pour commencer. Tout comme Bruno a débarrassé les scientifiques du fardeau de l'épistémologie, il a invité les juristes à se libérer de la théorie du droit, c'est-à-dire d'une conception du droit exclusivement placée sous le signe de la norme et de la normativité. Après le passage de Bruno, le droit n'est plus cet ensemble de normes imposées, sanctionnées dans une société, comme le disent à l'unisson tous les manuels introductifs au droit. Les normes, en effet, comme le disent d'ailleurs très justement et paradoxalement les juristes, sont des sources du droit et non déjà du droit. Elles sont surtout législatives et donc orc-pol, jurisprudentielles et donc des décisions locales casuistiques dont on peut s'inspirer mais dont on n'est pas obligé de s'inspirer. Elles sont doctrinaires, réflexives et parfois scientifiques, ref, dro. Elles sont coutumières, c'est-à-dire hab, mais alors toujours subsidiaire à défaut de législation applicable. Donc le droit, dro, est bel et bien une pratique de décision très contrainte par des obligations, des objets de valeur, d'opérations qui justement font que celui qui les respecte devienne juriste. Un mode d'existence donc. Faire du droit, c'est toujours être juge ou anticiper ce qu'un juge déciderait. Quand le droit passe, il assigne, comme Frédéric l'a dit très bien hier, et il stabilise le lien qui était devenu incertain ou conflictuel. Le droit apporte des décisions qui fixent des relations, des rapports, des liens. Il crée de la sécurité juridique au sens qu'il y a toujours un juge pour décider définitivement comment les choses seront. Res judicata pro veritate habetur. Je me fais honneur à mon être juriste, je parle latin, ce qui veut dire la décision du juge sera prise
pour la vérité. C'est ce que le droit fait, pas moins, pas plus. Tout cela signifie qu'il faut arrêter de surcharger le droit d'autres attentes qu'il ne peut réaliser. Bruno disait avec une formule que j'ai toujours bien aimée, qu'attendre du droit qu'il console, qu'il fasse le deuil ou qu'il apporte le salut, c'était comme attendre qu'on vous faxe une pizza. Et le mode de transport n'est pas celui de la commande. Lorsqu'en 2002, toujours un but de la théorie du droit, et que j'essayais encore de soutenir devant Bruno que quand même, enfin, le droit garantissait et protégeait l'état de droit démocratique et polyphonique, il me sourit gentiment et me dit que pourtant, le Conseil d'État français n'avait rien fait du tout pour arrêter le régime de Vichy et Pétain. Au contraire, sans être visiblement perturbé, le Conseil avait tout sagement continué à agir comme il l'avait toujours fait, bien qu'avec des lois différentes. En tout cas, Bruno n'allait pas compter sur le droit pour nous protéger des indécents et des barbares. Alors la réélection du Bureau à la présidence des États-Unis et tant d'autres situations contemporaines, dont bien sûr l'horreur de ce qui se passe au Proche-Orient, montrent à quel point il avait raison. Face à Gaïa non plus, le droit ne peut pas grand-chose. On peut certes et exceptionnellement invoquer des jugements créatifs et intéressants, comme les affaires climat aux Pays-Bas, en Belgique, ou un magnifique arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut évoquer la reconnaissance de la personnalité juridique de fleuves par des cours en Inde, une reconnaissance de l'animal comme non-objet ou quelque chose entre l'objet et le sujet, ou encore des matières plus techniques, des cas plus techniques en matière de servitude environnementale, entre terrains. Un terrain doit reconnaître une servitude par rapport à un autre pour le passage des animaux, par exemple. Mais les effets de ces jugements sont tout à fait marginaux face au pouvoir de l'État-marché qui, au fait, s'en fout royalement, ce qui est d'autant plus grave que c'est à eux de les implémenter. Ces jugements, peut-on dire, sont des murmures dans des tornades à l'échelle 5. Sans normes adéquates, législatives, surtout conjuguées à un pouvoir d'imposition étatique conséquent, Draw ne fera pas grand-chose avec ou pour Gaïa. Pour rendre des rivières ou la terre-mer sujet de droit, ou adapter le statut juridique de l'animal au-delà d'une situation particulière, génériquement donc, il faut des autres lois, voire même des nouvelles dispositions constitutionnelles qui sont de l'ordre des modes politiques et organisationnels. Paul. C'est probablement pourquoi Bruno, dans Face à Gaïa, s'est relâché un peu par rapport à Draw, en réinvoquant le droit au sens normatif et institutionnel. Rappelez-vous le fameux nomos de la terre. L'idée de Bèze a dit ça en des termes plus génériques. Dans l'urgence, Bruno a un peu délaissé l'enquête sur les modes d'existence. Mon deuxième point, que je fais en connivence avec Isabelle, c'est d'évoquer ce que nous avons nommé la résurgence des communs. Dans ses derniers travaux sur Gaïa, Bruno l'avait vu, certes, mais il ne l'a pas élaboré. Dans Face à Gaïa, d'abord, Bruno s'indigne qu'avec l'Homo economicus, jamais une définition plus provinciale de l'humanité n'a été transformée en un standard universel de comportement. Et il remarque en note, en bas de page, au point que c'est l'idée de commons qui apparaît aujourd'hui comme une bizarre nouveauté avec un point d'exclamation. L'éradication des communs n'est donc pas une violence historiquement datée, malheureusement nécessaire pour que les humains accèdent à la liberté et au progrès. Non, c'est une violence continuée qui s'exprime dans ce qu'il nomme un droit à la négligence. Dans Face à Gaïa, Bruno fait également référence par 2 fois aux travaux d'Ostrom, 138-348 pour qui ça intéresse, pour dire que les communs s'opposent au calcul de répartition entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui n'est loin d'être un détail pour lui. Dans Où atterrir, le commoning est, je crois, très présent entre les lignes de tout le livre. Quelques phrases valent quand même d'être évoquées. Page 116, Bruno écrit que sont innombrables les initiatives de retour au sol,
terme que l'on retrouve partout dans les expositions d'art, aussi bien que dans les revues savantes dans la résurgence des communs. Il constate avec joie et espoir que cela a déjà lieu. Dans Où suis-je, et c'est le dernier exemple que je donne, on pourra en donner quelques autres encore, dans Où suis-je aussi, le commoning fait une apparition explicite quand Bruno décrit les conflits et désastres auxquels donne lieu la lecture des interdépendances locales à travers les lunettes de l'économie, des grands partages modernes et de l'individualisme et de ces « j'ai bien le droit de ». Au contraire, écrit-il, et je cite, « si nous vivons ainsi emmêlés, il faut bien que nous en parlions. Si nous débordons ainsi les uns sur les autres, nous formons un commun. Par conséquent, merci de m'indiquer le lieu, le moment, le jour, l'institution, la formule, la procédure où nous allons pouvoir discuter de telles superpositions, limiter les empiètements ou permettre les compositions plus favorables à tous. » Isabelle, qui elle avait consacré un chapitre au commun dans Autant des catastrophes, et moi sommes également convaincus que la résurgence des communs est une concrétisation d'un agir terrestre. Et la bonne nouvelle, c'est que les communs existent déjà sous des formes multiples. Mais encore, il faut bien parler des communs. Les communs qu'Isabelle et moi évoquent sont l'actualisation de ceux qui furent éradiqués systématiquement au XV-XVIe siècle, par le mouvement des enclosures qui ont expulsé les communautés locales des terres dont ils avaient l'usage et la jouissance coutumière. Ce mouvement fut repris à l'échelle mondiale pendant la colonisation. Très souvent, les enclosures historiques et coloniales ont eu pour conséquence d'en finir des économies de subsistance dont vivait la vaste majorité des humains, et selon lesquelles vivent encore des peuples sous une emprise postcoloniale qui n'arrivent heureusement pas à percoler tout à fait dans leur mode de vie ancestraux et vernaculaires. Ce sont aussi les communs d'Elinor Ostrom, des communs qui, comme on le sait, ont été décrits à partir d'analyses de pêcherie, de systèmes d'irrigation, de réserves aquatiques, de bois et de pâturage, des communs qui parviennent fort bien à s'organiser, selon elle, collectivement et en bottom-up, tant en termes de productivité que de maintien durable de la ressource elle-même. Ce sont bien évidemment les modes de vie des peuples autochtones. Lisez David Bollier et Silke Helfrich, ou le dictionnaire des communs écrit ici en France, pour lequel Bruno était plein d'éloges, pour vous convaincre du foisonnement actuel et kaléidoscopique des communs. Ce qui pour nous caractérise les communs, c'est le commoning, le faire. There is no commons without commoning, comme le disent Peter Linebaugh et David Bollier. Faire un commun est un genre d'agir au sens fort du genre, comme dans gender, un genre d'agir qui justement est absolument différent de l'agir de l'homo economicus moderne et hors sol. Le commoning est caractérisé tout différemment par la présence d'un groupe de personnes qui s'auto-organisent autour et avec des choses qui le concernent collectivement, en l'occurrence un sol, un territoire ou un terrain de vie. Leur agir est marqué par ce que nous avons nommé la générativité. Par générativité, nous visons la création de nouvelles relations, de nouvelles sensibilités, de nouvelles manières de faire importer, de penser et d'imaginer, un souci de durabilité, d'exploration, d'apprentissage et de transmission d'expériences et de pratiques et de savoir. En ce sens, les communs répondent peut-être à ce quoi Philippe nous rappelait dans son intervention tout à l'heure, and maybe a little bit to North's question about the transformative capacities of existing institutions. J'ajoute encore que la générativité des communs nous semble très proche, si ce n'est même pas la même chose, de ce que Bruno, dans les magnifiques pages du 18e chapitre d'Où atterrir, nommait les systèmes d'engendrement terrestre en contraste avec les systèmes de production modernes. Il n'y a probablement qu'un pas aussi vers la génération qui intéresse Émilie H. L'éradication historique et coloniale des communs a systématiquement détruit la culture du prendre soin ensemble de la terre, dont une communauté tire sa subsistance, et avec elle des pratiques de solidarité en cas de disette ou d'accident ou d'autres problèmes. C'est pourquoi nous parlons ici de résurgence et non de résistance. La résurgence ne va pas sans lutte, mais elle demande aussi une régénération de ce qui a été détruit.
Résurgence signifie alors la nécessité, non pas de prolonger un passé qui serait encore présent dans nos mémoires, mais d'en réinventer le sens, ou plutôt l'essence enchevêtrée. Une telle réinvention peut et doit probablement partir d'initiatives modestes, à condition qu'elle se sache un premier pas dont les effets fortifiants resteront à explorer. Défaire et refaire ne sont pas équivalents. La résurgence, des liens qui se sont défaits entre les humains et avec tous les autres cohabitants de ce monde ne tient pas à une décision, mais à des dynamiques de régénération. Isabelle et moi sommes également convaincus que le commoning est une caractéristique de la vie, qu'on peut certes réprimer comme l'ont entrepris 250 années de libéralisme moderne, mais pas la supprimer. C'est comme les mauvaises herbes qui reviennent toujours. C'est dire que le commoning est un composant d'une ontologie terrestre ou écologique, c'est-à-dire une ontologie de l'interdépendance, une ontologie relationnelle. Et on pourrait y ajouter d'une anthropologie anarchiste que David Graeber appelait de ses voeux. En parlant latourien, nous disons que les commons sont terrestres, par excellence, en ce qu'ils sont locaux, génératifs et marqués par l'interdépendance, par l'agir collectif, par une disposition au soin, au care, pour l'ensemble des relations qu'ils font et les font exister et durer. Parce qu'ils font exister des terrains de vie, ils sont au premier rang de ce à quoi Bruno appelait, de ce à quoi Philippe Descola appelait également avant-hier. Qu'ils soient des pâturages collectifs, des terres gérées par leurs usagers, des maisons du peuple ou des centres de rencontres et d'activités, des troupes d'artistes, des peuples autochtones, des ZAD, ou encore qu'on pense à cette innombrable quantité de communautés qui, partout dans le monde, vivent vernaculairement le commoning sous la chape de l'individualisme moderne répandu partout dans le monde depuis sa conquête coloniale et capitaliste, qu'il soit une de ces choses, faisons-les vivre, aidons-les, inventons et célébrons-les. Je vous remercie. Merci beaucoup pour avoir partagé ce pas de côté par rapport à la théorie du droit et en ouvrant ces perspectives très fortes à partir des communs. Je vais passer maintenant la parole au philosophe Clive Hamilton, qui a été un chaînon très important dans le passage à Gaïa au moment même où c'était encore peu repéré sur la scène intellectuelle l'importance de l'anthropocène, des sciences du système Terre. Et il se trouve que l'Australie était un laboratoire pour toutes ces choses-là. Et Clive a joué un rôle très important dans le dialogue avec Bruno. Many thanks, Gregory, and I'm grateful for the invitation to this unique and really quite extraordinary event. Bruno and I disagreed on many things, sometimes strongly, but no thinker I have met has caused me to change the way I see the world more than Bruno did. No one has forced me to question my beliefs so deeply. Despite our disagreements, Bruno was always extremely loyal, a quality that is in short supply in intellectual circles. We became friends after Bruno read my 2010 book, Requiem for a Species. I think he found the book both exhilarating and depressing because the book allowed him to discard the hope, the wishful thinking, that we could fix the climate crisis and get back to normal. Some years later, he perhaps had his revenge. Chantal told me that Bruno went into a deep depression for 6 months after reading my book, and so he later wrote a play in which I was cast as the doomsayer, wandering around the stage haunting all of the other characters. We never saw eye to eye on climate politics. In 2013, while I was visiting Sciences Po, I walked into a bookshop just close to here on Boulevard Saint-Germain, and there on a prominent display table, the French edition of Requiem for a Species was placed next to
a book by the notorious French climate science denier Claude Allègre. I was appalled to see this, and I took a photo of it, which I later showed to Bruno. I expressed my outrage that the bookshop manager should treat my book, which was faithful to climate science, on a par with a book that rejected science, as if there were two equally valid arguments. I expected Bruno to commiserate, but in fact he was jubilant, telling me, "You see, this tells us that there is no referee, no unchallengeable authority. It's a war between competing lobbies." I was dismayed by Bruno's reaction. I thought his interpretation legitimised the deniers' challenge to mainstream science, which was exactly what they wanted, to be taken seriously, to be given an equal time. That was the objective of the Merchants of Doubt. In the bookshop on Boulevard Saint-Germain, they had had a small victory. We often argued about this, with me insisting that his argument, borrowed from Carl Schmitt, empowered the deniers. And he countered by saying that the climate debate should not be a police operation in which the good guys use the credibility of science with a capital S to marginalise and discredit the deniers. He wanted a war in which each side had the same status as combatants. "This is a war," he'd say. "Show us your scientists. Show us your territory. Who are your people?" It was very Schmittian. More to the point, it was very anti-Kantian. For both Latour and Schmitt, Kant was their lifelong enemy. I thought Bruno was ceding our best territory to the deniers. When I saw the two books presented together, my instinct was precisely to call the police, the literary police. In other words, to call the manager and insist that he remove Allègre's book. Is there not a commandment for respectable bookshop managers? Do not sell books that tell dangerous lies? Or are bookshops no better than X? But then I have always been modern, especially as an actor in the climate change dispute. I would never concede to deniers their foremost objective, to be accepted as having a legitimate place in discussion of science. Bruno and I later continued the argument. I suggested he does not have to accept positivism, but as a public intellectual with influence in the world, he needed to be mindful of whose side his arguments supported, something he himself accepted in his famous 2004 essay, Why Has Critique Run Out of Steam?, in which he wrote, "Dangerous extremists are using the very same argument of social construction to destroy hard-won evidence that could save our lives. After all, if it's a war against those blocking climate action, why would we not wheel out our biggest gun, public faith in capital S science?" As I saw it, on the other side of the climate war were the fossil fuel companies, along with their bankers, economists and politicians. The deniers, like Claude Allègre, were their agents, their ideologues, their shock troops on Fox News. But for Bruno, the climate war was all about science. It was an STS problem. He tended to lump together Exxon and Allègre. Politics became science studies. In fact, he once wrote that, quote, "STS is indispensable to understanding politics." Hence his fixation on the role of the deniers. For Bruno, it was a battle of ideas rather than of material forces in the world. All of this confirmed my impression, which I formed somewhat later, that post-humanists are not very good at politics. It's because they don't know how to deal with power, I think. At its source,
is their visceral aversion to anthropocentrism. They want to take power away from humans, to dethrone us, a very noble goal, of course. But the great irony is that their flat ontology denies agency to humans at the very historical juncture when humans have never had more agency, never had more power, so much power that we have shifted the geological arc of the Earth itself into the Anthropocene. Like it or not, anthropos is at the centre. The post-humanist mistake, I think, is a failure to distinguish between anthropocentrism as a scientific fact, our power to shift the Earth, and anthropocentrism as a moral claim, perhaps better described as anthroposupremacism. The tangle post-humanists trap themselves in is that by spreading agency across all living things, cutting arrogant humans down to size, there is no one to take responsibility for the ecological disaster now unfolding. And I think this is the fatal contradiction of post-humanism. Accepting responsibility requires accepting our power and the centrality, therefore, of the anthropos. Now, these ideas would be anathema to Bruno. They were, as he said, when he kindly read the draft of my last climate book. I've forgotten the name of my book. It'll come to you in a minute. But these ideas, that bothers me. Must be getting old. But these ideas came about as a result of the confrontation with Latour. But for Bruno, it was always a battle of ideas. And strangely, in this, he was more Kantian than Schmittian, because for Kant, the world is constructed through our intellectual faculties, while Schmitt was above all a theorist of hard power. For Latour, the problem lay in an epistemological mistake in the Western history of ideas. For Schmitt, the problem lay in sovereignty, territory, Großraum, and colonial conquest. For Latour, your enemies might win an argument. For Schmitt, your enemies could kill you. And yet, at other times, Bruno seemed to like nothing more than going out and getting hands into the soil, the rocks, the water, the sky of critical zones, his last preoccupation. And I wondered whether Bruno was in this way going back to his roots, the terroir of Burgundy. Bruno was a towering figure in the intellectual life of the late 20th and early decades of the 21st century. We only need to notice the intellectual firepower gathered at this colloquium to understand that. Apart from his sheer brilliance and creativity, he had a knack for understanding the zeitgeist of the intellectual world. And we're all wondering, I think, as we move deeper into the Anthropocene, what the zeitgeist will evolve into. And we'll miss Bruno's presence, the wisdom he brought and the humour he brought, forcing us to think. And there's no greater gift. Thank you. You're not so depressing, Clive. Perhaps it's a Sciences Po effect. Merci aussi d'avoir fait cette distinction très importante à travers l'exemple de l'exposition du livre entre police et politique. Distinction importante pour Serge dont on parlait juste avant de commencer. Je passe maintenant la parole à l'historien Paul-André Rosenthal, qui était un collègue de Sciences Po, de Bruno quand il était, directeur scientifique, et c'est ce moment important de sa carrière et de son œuvre. Merci beaucoup. Je suis très ému de pouvoir, grâce à Michel Gardette, Bruno Carsanti, Philippe Descola, rendre hommage à Bruno Latour, dont il est difficile de croire qu'il se soit éteint.
d'autant plus difficile que, comme tu l'as dit, Grégory, Bruno Latour, nous avons eu l'extrême chance, l'infinie chance de pouvoir le croiser quotidiennement ici. Il fut un grand directeur scientifique qui a métamorphosé Sciences Po. Et au fond, il a transformé Sciences Po en terrain d'expérimentation des Science Studies, ce qui n'était pas du tout prévu, je crois, par Émile Boutmy, dont la salle aujourd'hui porte le nom. Alors, ce que je vais exposer aujourd'hui, Bruno Latour l'a dit, c'est que loin d'être inédite, la crise environnementale a un précédent. Un précédent qui n'est pas analogue terme à terme, il ne s'agit pas d'une comparaison parfaite, mais ce précédent est présente suffisamment de similarités, une fois imparfaites, pour pouvoir nous aider à penser. Et pour cela, je vais donner la parole à Bruno Latour, 6 mois avant son décès. J'ai écrit un petit livre plus récent qui s'appelle un mémo avec mon ami Nicolas. Et mémo sur la nouvelle classe écologique. J'ai été très amusé d'entendre un des élus écologistes qu'il a lu avec intérêt, qui nous a dit mais l'écologie finalement c'est drôlement intéressant, mais c'est drôlement difficile. Alors il était élu écologiste. Donc ça veut dire que les écologistes sont assis sur un trésor en quelque sorte de complexité, c'est-à-dire un trésor de questions difficiles qui sont équivalentes en complexité à celles que les socialismes et les libéraux ont dû travailler en philosophie politique, en droit, en économie, en administration depuis 2 siècles, mais ils commencent seulement, en quelque sorte. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours cette espèce de drame, qu'on reconnaît dans beaucoup de situations, d'une question qui est à la fois partout présente et en même temps qui n'arrive pas à se représenter. Il n'y avait pas de pensée socialiste avant qu'il y ait des socialistes qui fassent le boulot. Le problème, c'est que ce boulot, il faut qu'il soit fait. Et il faut qu'il soit fait de 1000 façons différentes, c'est-à-dire aussi bien par les activistes dont on parlait tout à l'heure, que par les industriels, les financiers, les banquiers, enfin, tous. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs en ce moment. Alors, ce que dit Bruno Latour et que je vais reprendre, c'est qu'il existe des similarités entre la crise environnementale d'aujourd'hui et la question sociale telle qu'elle se posait autour de 1900. Équivalence en termes de complexité qui nécessite, comme le dit Latour, d'être travaillée, c'est-à-dire, disons, pensée et formalisée par tous les domaines de la science. Universalité de cette crise, elle touche toutes les dimensions de la vie humaine, elle touche toutes les forces politiques, des libéraux aux socialistes à l'époque, elle implique tous les milieux et toutes les formes d'action, pour citer Latour, des activistes aux industriels, banquiers et financiers. Et comme aujourd'hui, il lui faut du temps pour se représenter. Ça n'est pas immédiat. Et dans le cas de la question sociale, on peut considérer que ce travail a commencé en gros dans les années 1860 et qu'il s'est clos avec le cataclysme annoncé. Alors, non pas seulement la révolution russe, mais la Seconde Guerre mondiale, et ses 50 à 60 millions de morts, guerre provoquée au bout du compte par la naissance du fascisme et sa manière identitaire, et donc violente et prédatrice, de régler la question sociale. Équivalence aussi en termes d'ampleur à une époque de mondialisation, c'est-à-dire de circulation planétaire des personnes, des idées, des biens, mais dans un monde densément interconnecté autour de 1900, donc, mais avec des intérêts et des rivalités impérialistes croisées et évidemment à la fois complices et concurrents. C'est dans ce contexte que se développe un sentiment de menace à l'ordre social, menace révolutionnaire, diffuse, mais réactivée au quotidien par le terrorisme anarchiste. Alors, pour ce qui me concerne, je vais relire à cette aune un ouvrage que vous connaissez tous, qui d'emblée formule l'enjeu sous sa forme tragique, décisive,
en prévoyant et en prescrivant l'inéluctabilité de la révolution socialiste, à savoir évidemment le Capital, publié en 1867. La lecture que j'en fais par rapport à mon propos d'aujourd'hui, c'est que, on le sait bien, Marx établit une division claire, binaire, irrémédiable entre capitalistes et prolétaires. Les premiers sont détenteurs d'un patrimoine professionnel qui les protège face aux accidents de la vie. Les seconds sont exposés sans défense aux aléas. Le point essentiel, par ailleurs, est que malgré le développement de la grande usine, dont Marx a été un analyste visionnaire, les indépendants restent la norme à l'époque. C'est une norme politique, ce sont les travailleurs indépendants, entrepreneurs, artisans, commerçants, petits propriétaires fonciers, qui détiennent le pouvoir politique, y compris le droit de vote. Norme sociale, ils représentent la moitié environ de la population active, mais c'est surtout autour d'eux et autour d'elles que s'ordonne l'organisation du travail. Norme morale aussi, à travers la vertu prêtée à l'épargne pour se protéger des accidents de la vie. Et c'est ici, on retrouve ici le premier Latour, Latour des microbes, guerre et paix. Face à cette domination écrasante des indépendants, Marx dit des capitalistes, il est logique, il est rationnel que la révolution apparaisse comme une solution possible. Mais comme aujourd'hui la crise environnementale, l'idée d'un horizon révolutionnaire fracture alors la gauche, tous les mouvements progressistes, de manière violente. Comme aujourd'hui avec l'environnement, tout le monde, dans cette période de plusieurs décennies dont je parle de la question sociale. C'est la question obsédante, vitale. Tout le monde emploie les mêmes mots pour la qualifier, mais avec des contenus, des affects et des projets qui sont différents. Et pour éviter l'alternative entre conservatisme social, qui était condamné, et révolution, c'est finalement une autre voie qui va l'emporter, en transformant le monde d'une manière dont nous ne mesurons plus aujourd'hui l'innovation, et je suis tenté de dire le caractère révolutionnaire. Pourquoi ? Car on croit y reconnaître les institutions qui continuent à structurer notre monde, les mutuelles, les syndicats, et tout bonnement l'État lui-même. Or, et c'est là un thème latourien, toutes ces institutions se sont radicalement transformées depuis cette période du tournant du XXe siècle. Thème latourien, pour qui connaît la manière dont il analysait la termitière, symbole du contraste entre la fixité apparente et la recomposition permanente. Ce qui est remarquable, en termes d'histoire et de sciences sociales, c'est qu'au bout du compte, cette mutation radicale, au point que je ne sais comment la qualifier, a été la résultante d'un processus qui s'est produit sans plan établi, sans consensus, par tâtonnement, maladroit, contradictoire et le plus souvent rivaux. Je n'ai pas le temps d'en donner des exemples, je n'en prendrai qu'un, à partir d'une institution que vous connaissez tous et toutes, les syndicats, légalisés en France par une loi de 1884, dont on pourrait penser dans le contexte de l'époque qu'elle a essentiellement pour but de donner aux syndicats un pouvoir de représentation de la classe ouvrière dans ses luttes sociales, mais qui instaure les syndicats tout autant comme institution de formation professionnelle, comme institution de protection sociale et comme institution même régulatrice du marché du travail. Il en reste quelques reliquats aujourd'hui dans des professions un peu marginales comme les ouvriers dockers ou les universitaires. Il aura fallu 5 à 6 décennies pour que ces mutations prennent une dimension dont je vais essayer de donner quelques exemples. Elles ont transformé en profondeur l'État, dans sa nature même. Je vais vous indiquer, c'est une question d'actualité, la composition d'un gouvernement en 1905. Le dernier gouvernement qui n'était pas doté d'un ministère du Travail. Regardez-le rapidement. Tous les ministères sont des ministères régaliens. 2 exceptions,
l'instruction publique, mais réduite à l'époque à l'enseignement primaire, et quelques ministères, disons, productivistes, comme le commerce et l'agriculture. En un siècle, l'État est passé d'une structure régalienne à celle d'une organisation géante chargée de fabriquer le capital humain et de l'entretenir. Je ne peux donner ici, je n'ai pas le temps de développer sur les dépenses, l'éducation, la santé, les retraites ont connu une progression. Vous avez ici une échelle logarithmique, donc une évolution dont il est difficile même de prendre conscience. La société elle-même s'est transformée. Alors, société n'est pas un terme très latourien, on en a parlé hier. Il faut avoir conscience qu'en ce début du XXe siècle, par sa charte d'Amiens de 1906, la CGT se donne pour horizon l'abolition du salariat. Le salariat, qui, comme vous le savez, en termes juridiques, repose sur la subordination. Qu'est-ce qui fait, c'est un petit clin d'œil à Simon Schaeffer, avec William Beveridge, créateur de la sécurité sociale anglaise quelques décennies plus tard, le salariat, c'est la subordination. Et au cours de ce processus que j'évoque très rapidement, les salariés ont accepté la subordination contre le gain d'un bien précieux qui est la sécurité. La sécurité, la capacité de se projeter dans l'existence phénoménologiquement. Et la sécurité, que j'emploie ici avec un petit s, elle va finir par s'instituer sous le nom de sécurité sociale, typiquement un terme dont il faut comprendre rétrospectivement la force qu'elle pouvait avoir. Comme aujourd'hui, dans ce processus, voilà l'expansion du salariat, dans ce processus, les comportements eux-mêmes des personnes ont été transformés. Vous avez ici, à travers ce livre formidable de ma collègue Marie-Emmanuelle Chessel, la manière dont les ligues d'acheteuses, on les appelait comme ça à l'époque, ont fabriqué la notion et mis en œuvre surtout la notion de commerce équitable au début du XXe siècle. Transformation des comportements d'hygiène, avec une sensibilisation. Alors, on peut évidemment trouver quelque peu comiques ces recommandations hygiéniques, mais elles sont exactement parallèles à celles qui aujourd'hui nous sensibilisent à tous les aspects de la crise environnementale que nous vivons. J'en rajouterai même une, le fameux slogan « pas plus d'1 litre de vin par jour » pour faire là aussi un petit clin d'œil aux origines viticoles de Bruno Latour. Enfin, l'existence même a été transformée au cours de ce que j'appelle ce processus. La mort elle-même a été transformée dans ses traits morphologiques. Vous avez ici la structure d'âge des décès pendant un siècle et demi en Italie. À l'époque où la question sociale commence, seuls les enfants meurent. Et si jamais on survit à l'âge adulte, on peut mourir à tout âge. C'est seulement, vous le voyez, réellement, c'est seulement à partir du milieu du XXe siècle que la mort cesse d'être, pour ainsi dire, équitablement répartie tout au long de l'âge adulte. Et cette transformation démographique, morphologique, elle va de pair avec une transformation du rapport à la mort qui prend place dans les institutions créées par ce processus que j'ai évoqué. Et je fais ici référence à un des ouvrages fondateurs de ce qu'on appelle la Grounded Theory. Dernière chose, et je passerai à la conclusion, en écho à la discussion que nous avons eue hier sur la question des images, des illustrations, je vais vous indiquer une image que je ne vais pas commenter, qui est très complexe, mais délibérément. C'est la représentation de la redistribution au sein de l'Union européenne vers les catégories sociales les plus modestes, mais aussi, et on le voit surtout, vers les catégories d'âge extrêmes. Ce n'est pas seulement la mort qui a été transformée. Tout le rapport à l'existence, au déroulement de l'existence et aux différents cycles des âges a été façonné par les institutions créées pour répondre à la question sociale. Je ne commenterai pas ce graphique, car délibérément,
je tiens à ce qu'il reste obscur, car c'est au fond ce que nous ne voyons plus, tellement c'est devenu structurant du monde contemporain. Je dirais simplement que ce dont il est question ici, c'est de la redistribution de centaines de milliards d'euros à l'échelle européenne. Alors, quelles conclusions et quels éléments de discussion pour la période contemporaine? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Bruno Latour dans l'extrait que je vous ai fait écouter, la réponse à la question sociale a réuni, contraint ou forcé, toutes les forces sociales et politiques en présence. La gauche radicale, qu'elle soit politique, qu'elle soit syndicale, a joué un rôle majeur en sensibilisant par sa pression les milieux réformateurs, qu'ils fussent humanistes ou confessionnels, et en exerçant une menace, une peur sur les conservateurs. C'est sous cette pression que des forces réformatrices, situées pour simplifier de la gauche modérée aux conservateurs sociaux, ont contribué à mettre en place des modèles collectifs d'action. Elles ont rallié les salariés en leur offrant la protection contre la subordination, la fameuse sécurité sociale. Les entreprises, elles aussi, étaient hostiles au développement de l'État social. Non seulement parce qu'il constituait et parce qu'il constitue une charge de gestion, mais aussi parce qu'il représentait une intrusion contre le droit de propriété. Elles ne se sont ralliées que par la pression de l'État, qui au début a agi moins comme redistributeur des parts du PIB que comme législateur. On retient un exemple aujourd'hui, la question de l'obligation de cotisation à la protection sociale, qui a créé une grande bifurcation qui n'était pas du tout donnée d'avance entre l'Europe et les États-Unis. Cette convergence de forces, a priori incompatible, est sans doute la grande leçon à retenir de la manière dont a été traitée sur des décennies la question sociale. L'État social a pu se développer parce que les entreprises, lieux de concentration et du capital et des innovations technologiques, y ont trouvé leur intérêt à travers la stabilisation, la qualification et la santé de leur main-d'œuvre. Mais elles-mêmes n'ont agi que parce que les États les y ont contraintes, de manière ferme. Et cette contrainte ferme elle-même n'a pu surgir que parce que les citoyens et les citoyennes, à la fois comme salariés et comme consommateurs, comme aujourd'hui pour la cause environnementale, avaient été sensibilisés à cette cause nouvelle qui était la réponse à la question sociale, à cette problématique gigantesque et menaçante. Une sensibilisation et une construction qui sont en permanence à renouveler, rien de plus disputé sans doute que le droit social. Et c'est une nouvelle convergence, me semble-t-il, avec la vision qu'avait Bruno Latour des constructions institutionnelles. Je vous remercie. Merci Paul-André, aussi pour nous avoir permis de comprendre pourquoi Bruno était autant attaché à Sciences Po. C'est parce qu'il voyait Sciences Po comme un des lieux qui a répondu à la question sociale et qui s'en est emparé dans un contexte qui était celui d'une certaine mondialisation qui n'est plus la même. Et il le répétait constamment, notamment lors du 150e anniversaire de Sciences Po, parce que du coup, il dit il n'y a aucune raison qui empêche cette institution de s'emparer aujourd'hui, de devenir une institution terrestre, puisqu'elle l'a fait dans un autre contexte. Et c'était un point important. Je vais passer maintenant la parole à l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, qui était non seulement compagnon de route, mais un ami proche de Bruno. Merci. Je remercie Philippe Descola, Bruno Carcentier et tous les collègues qui sont impliqués dans la réalisation de cet hommage à Bruno pour l'invitation qu'ils m'ont adressée. À ce remerciement, se joint Deborah Danowski, ma femme, qui est présente ici. L'inspiration et l'enthousiasme de Bruno, qui ont inclus une visite de Bruno et Chantal à notre cabane dans les montagnes de Rio, sont à l'origine du colloque « Le 1000 noms de Gaïa », qui est le mois que Deborah et moi avons organisé à Rio en 2014, auquel ont participé Bruno et 30 quelques autres participants, parmi lesquels Clive, Isabelle Stengers, Émilie H. et Vinciane. Il n'est nullement exagéré de dire que l'œuvre de Bruno est à l'origine radicale de la torsion écopolitique, du tournant ontologique, qui hante une partie considérable des discussions en anthropologie contemporaine.
qu'il s'agisse de celle qui se penche sur les modernes ou de l'anthropologie qui s'intéresse aux peuples extramodernes, et parmi ces derniers, surtout ceux que l'on peut appeler le peuple de la métamorphose, c'est-à-dire ceux qui subordonnent le mode Hep au mode Met, autrement dit le peuple qu'on appelle animiste. Ainsi, je souhaite vous présenter 3 ou 4, je n'ose pas les appeler de concepts, disons plutôt 3 ou 4 thèmes qui me relient au travail de Bruno. Il s'agit en réalité de simples variations sur ces idées, ou plutôt de répétitions de celles-ci avec mes propres mots, ce qui constitue une manière de les approprier, c'est-à-dire de les comprendre. Ce sont en somme quelques-uns des nombreux cadeaux que Bruno m'a offerts. La première idée est celle selon laquelle le passage de l'ancien au nouveau régime climatique s'accompagne de la transformation du personnage conceptuel, la figure du prolétariat international, en celle d'un planétariat mondial, qui devient son successeur ou son incarnation anthropocénique. Cette figure de ce planétariat n'est en réalité qu'un autre nom pour le terrestre de Bruno et le classio-social de Bruno et de Nicolai. Le planétariat mondial a pour horizon de lutte les conditions matérielles d'existence de tous les vivants. Il lutte pour l'émancipation de la Terre dans les génitifs subjectifs. Il ne se définit pas par sa relation avec le processus de production, mais par le menace pesant sur le processus d'engendrement de la vie sur toutes ses formes, c'est-à-dire sur les conditions d'habitabilité de la planète. La notion de planétariat exprime la situation d'oppression qu'est subie la Terre entière, en opposant la dimension de l'espace et du territoire à la valorisation capitaliste et chrétienne du temps, le temps comme mesure de la valeur, de toute valeur. Cette notion reconnaît au concept marxien d'accumulation originaire non seulement sa centralité, mais également sa transversalité. La colonisation de l'espace, c'est une colonisation de l'espace physique et métaphysique, écologique et existentielle. Et cette colonisation a précédé et préparé celle du temps, et il la soutient en permanence. Elle la soutient en permanence. Le temps a dévoré l'espace, donc il faut lui faire régurgiter sa proie. Si le prolétariat s'inscrivait dans une eschatologie du temps, c'est de sauver son âme, le planétariat s'inscrit dans une eschatologie de l'espace, ne pas perdre la Terre, pour évoquer le titre de l'œuvre la dernière œuvre de Bruno. Cette eschatologie de l'espace, ce qui inclut ce que j'appellerais une réforme agraire de la métaphysique, c'est-à-dire une redistribution de territoires transcendantaux de façon à accueillir la dimension spéculative des mondes extramodernes. La religion de la fin des temps, notre religion à nous, la contre-religion de la fin des temps, ou de la fin du capitalisme, se crée bien presque au même, cette fin qui ne cesse jamais de commencer, se confronte donc aux religions du comment durer, comme dit Bruno dans son livre. Si le Galilée de Brecht avait aboli le ciel, les peuples extramodernes sont connus par ces machines qui abolissent le temps, comme le disait Lévi-Strauss. Alors, le deuxième thème est celui de l'équivalent anthropologique du concept de zone critique, à savoir l'idée qu'il existe une quantité de peuples critiques qui ne représentent que 6% de la population humaine, c'est-à-dire cette fine couche démographique qui garantit la sociodiversité de l'espèce. Ce sont eux qui portent les différences pratico-sémiotiques responsables de l'oxygénation et de la fertilité de la noosphère et de la préservation, bien entendu, de la biodiversité restante sur la planète. Ce peuple critique constitue, à plus d'un titre, l'avant-garde du planétariat. Et je dis avant-garde des saints, car comme Déborah et moi l'avons écrit dans un texte en hommage à Bruno, il y a quelques années, ce qu'on appelle le passé, entre guillemets, se trouve en fait devant nous. The past is yet to come, comme nous avons écrit. Ou, comme l'a formulé Casper Jens, un des meilleurs commentateurs de l'œuvre de Bruno, nous faisons face à un long et douloureux processus de démodernisation involontaire. Alors, le troisième thème
est le nom d'un programme écopolitique qui applique à la terre-mère, à la Pachamama, le concept célèbre du psychanalyste anglais Donald Winnicott. On nous parlera donc d'une terre-mère suffisamment bonne. A good enough Mother Earth. Ce programme s'oppose à toute forme de millénarisme, à toute idée de royaume avant ou après l'Apocalypse. Qu'il s'agisse du paradis imaginaire du communisme de luxe ou de ceux des apprentis sorciers de la géogénérie capitaliste. La question latourienne « où atterrir ?» me semble trouver dans cette proposition l'une de ses réponses possibles. Nous devrons atterrir sur une terre-mère suffisamment bonne. Ceci est la version affirmative de l'injonction formulée en mode négatif par Donna Haraway quand elle a parlé de « staying with the trouble », c'est-à-dire rester avec le trouble. C'est la formulation, la version affirmative de ça. Je vous fais remarquer que l'association que fait Laudato Si du pape Francisco entre le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est-à-dire tout en refusant, partant, l'alternative infernale entre justice sociale et justice environnementale, fait des pauvres la terre en forme humaine. Sinon, fait le pauvre la forme humaine de la terre. Et en même temps, embrasse dans cette catégorie toute espèce vivante menacée d'extinction. Le dernier thème se connecte à l'œuvre de Bruno de multiples façons, notamment sous la forme d'un croisement, peut-être un amalgame, entre deux modes d'existence de l'enquête. Je parle du concept anthropologique d'animisme que nous devons à Philippe Descola, mais de l'animisme comme étant aujourd'hui le mode de résistance du mode d'existence Met. Sinon, d'un croisement Met-Paul, si vous voulez. C'est-à-dire, je parle d'un animisme de combat. Et nous savons que l'animisme du peuple extramoderne est une ontologie politique, en ce sens que les relations écologiques et les relations sociales sont, dans les mondes animistes, pensées de la même manière que les modernes pensent uniquement les secondes, c'est-à-dire comme des relations politiques entre des sujets ayant des intérêts et des attentes qui leur sont propres. Mais l'animisme de combat dont je parle est une ontologie doublement politique, car il a aujourd'hui la responsabilité de se confronter à la métaphysique du monde de la modernité tardive, également connue sous le nom de naturalisme, ou comme Bruno une fois l'a appelé, de inanimisme. C'est le monde de l'inanimisme. Pour l'animisme de combat, la question de sa vérité scientifique, entre guillemets, de son statut de croyance, etc., ne se pose absolument pas. Ce qui importe, c'est sa vérité pragmatique. Autrement dit, sa capacité politique de mobilisation, sa fonction d'antidote contre le poison écocidaire du naturalisme. J'allais dire contre la valorisation floue du naturalisme, en hommage à Méziane. Cet animisme de combat s'oppose aux nombreux néomodernismes qui ont émergé ces dernières années, la plupart d'entre eux organisés autour de la dernière idéalité restante dans notre monde, à savoir la matière avec un grand M. C'est le nouveau nom de l'esprit avec un grand T, de l'esprit absolu et de l'esprit du capitalisme. En sa guerre contre ces deux esprits naturalistes, l'animisme de combat convoque les innombrables entités maîtres du cosmos dans toute leur matérialité spectrale pour qu'ils réintègrent les sphères politiques, favorisant ainsi la multiplication de régimes d'animacité, pour parler comme les linguistes, et anthropocéniques, c'est-à-dire pour qu'ils puissent réintégrer la constitution, la cosmopolité anthropocénique. L'animisme de combat est une machine de guerre anticolonialiste et fait partie de l'arsenal insurrectionnel de tous les soulèvements de la Terre qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu en plusieurs parties du globe, ailleurs que seulement en France. Diverses études anthropologiques ont montré l'efficacité des esprits, de Chapiri et de Yanomami aux êtres terres de Quechua andins, dans les luttes anticoloniales. Il n'existe aucun geste décolonial efficace, tant sur le plan géopolitique que sur le plan géophilosophique, sans la révalorisation cosmopolitique de l'animisme, sous ce nom ou tout autre qu'on voudra lui donner. L'animisme de combat est l'ennemi de toute forme de génocide. Merci.
Merci beaucoup, Eduardo, d'avoir introduit comme ceci le débat qui va être le nôtre, puisqu'on voit bien qu'il y a là aussi tout un gradient de force, de concepts, et que l'on peut mesurer peut-être tout de suite à travers une difficulté apparente, qui est que cette session s'intitule « Penser, agir et agir avec Gaïa », et quasiment personne n'a mentionné le nom de Gaïa. Ce n'est pas du tout un problème, parce que ça pose la première question que je voudrais soulever, et qui était une question, comment dire, c'était cette difficulté avec ce concept même de Gaïa et qu'il faudrait interroger. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit au fond d'un nouveau principe de totalisation du monde, qui rétablirait une forme d'unité? Et Bruno était toujours énervé par ceux qui pensaient que Gaïa est une sorte de déesse qui allait rétablir, comme on dit, une forme d'unité, ce qui n'était absolument pas. Et ceci fait le lien avec la question sociale, puisque la fin du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle sont hantées par une question qu'on trouve chez Benjamin, chez Adorno, chez Horkheimer, c'est celui, d'une unité perdue, peut-être qui n'a jamais existé du monde, et d'une forme de réification construite par la seconde nature, qui est le monde de la convention, de la marchandise, une perte de l'unité. Et donc, c'est la première question que je voudrais soulever, c'est-à-dire la façon dont les uns et les autres vous êtes situés par rapport à cela. Est-ce qu'il faut lire Gaïa? Comment peut-on lire Gaïa par rapport à cette réponse, cette question, qui est le mirage d'une unité du monde? Gaïa n'est pas cela, puisque c'est un processus, et on connaît bien les dangers, Serge, le propos de Serge avec le droit nous l'a rappelé, c'est la façon dont le droit a pu, dans sa version hegelienne, être une réponse à cette unité. On connaît jusqu'à Carl Schmitt tous les dangers de ceci. La deuxième question que je voudrais poser, c'est le rapport à l'histoire, puisque là aussi on a un grand écart. Avec la question sociale, on a une figure qui se construit au sens de Koselleck par un horizon d'attente, une vision du progrès, quelque chose qui est à venir, c'est ce qui charrie un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, avec Eduardo, on a une eschatologie spatiale. C'est un projet tout à fait différent. Et on voit bien que peut-être que c'est aussi néanmoins une des difficultés pour construire cette classe géosociale, parce que jusque-là, toutes les grandes idéologies du XXe siècle se sont construites autour d'un projet d'avenir. Et quel est le projet d'avenir d'une eschatologie spatiale? Et entre ceci se glisse ce dont Clive nous a parlé, qui est la question de la responsabilité, qu'on pourrait peut-être appeler aussi le mal écologique. Et la question de la responsabilité, j'ai toujours eu du mal à la situer dans cette, et on l'a bien vu, je crois, dans la session sur la question de la théologie, où les participants sont intervenus sur la question du salut, en lisant l'œuvre de Bruno, comme si le salut était déjà là, en quelque sorte, comme si on était déjà terrestre, comme si les agencements étaient déjà là, il suffisait de les décrire et de les mobiliser. Mais le salut lui-même est une projection vers un monde qui n'existe pas encore, et là aussi, il y a une forme, il y a des tensions qui sont, des tensions que je vous propose d'examiner pour ouvrir la discussion, avec la salle aussi. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite. Commencer par la salle. Pour commencer par la salle, oui, tout à fait, oui. Commencer par la salle. Bonjour, merci pour les présentations. J'avais une question concernant atterrir et le retour à la Terre, et je me demandais comment vous réfléchissez au problème heideggerien de s'attacher à sa Terre, le problème identitaire d'un attachement à la Terre. Je trouve que c'est peu travaillé dans les travaux de Latour, et je me demandais quelle en était votre expérience. On me donne le micro, je suis peut-être pas le meilleur placé pour répondre à ça. Mais pour moi, la différence est très très claire. Si on est dans l'ordre du devenir, on est en train de devenir quelque chose en permanence. Et le retour et la réorientation vers une identité qui préexisterait perd son sens. Donc,
Ouais, je crois que je réponds comme ça. Je dis, pour moi le devenir des communs est un devenir d'identité locale qui s'adapte, qui se refait, qui revit, et qui justement, au fur et à mesure de ces interdépendances qui le font vivre, redevient de nouveau et se refait, et permet donc de vivre terrestre, de façon terrestre. Parce qu'il ne s'agit pas que de référence à des notions abstraites, non, il s'agit d'avoir les pieds dans la glaise. Si je peux... allez-y. Non, peut-être je pourrais répondre à la question que vous me posez sur la notion d'eschatologie spatiale. En fait, ça vient ça m'est venu à partir de l'œuvre d'un théologien brésilien, luthérien, Gaúcho, du sud du Brésil, qui s'appelle Victor Vestel, qui a écrit un livre que j'ai passé à Bruno d'ailleurs, et que Bruno a énormément intéressé. Bruno et Frédéric Lozo d'ailleurs, il a beaucoup troublé aussi Bruno et Frédéric. Parce qu'il part du constat que le mot eschaton, ça veut dire aussi bien la fin au sens temporel que le confin, la fin spatiale, c'est-à-dire le limite, la frontière, le bout. Donc il se demande pourquoi est-ce que la notion d'eschatologie a été complètement projetée sur le temps, tandis que même dans la Bible, il y a la notion d'eschatologie, même dans le Nouveau Testament, on parle de ta escat, le fin, parlant aussi de la dernière place à la table, par exemple, etc. Donc, il y a toute une réflexion qu'il fait sur l'importance de prendre la notion d'eschatologie aussi au sens spatial. Évidemment, il parle, parce qu'il était en théologien de la libération, il travaillait auprès du mouvement de paysans sans terre au Brésil. Donc, on voit très bien ce que ça veut dire la scatologie spatiale, ça veut dire la reprise de la Terre par le paysan sans terre. Mais aussi, si on projette cette idée de scatologie spatiale vers son sens temporel, c'est-à-dire et alors le futur, qu'est-ce qu'on va faire? Je dirais que cette eschatologie spatiale implique la fin, dans tous les sens du terme, de toute forme de colonialisme. C'est-à-dire de toute forme d'extractivisme, de toute forme de sexisme, de toute forme d'oppression sur les minorités dans tous les sens du terme. Donc c'est simple, c'est-à-dire c'est surtout la reprise des terres qui ont été volées par les puissances du moment, du moment et les puissances qui ont toujours été là. Donc c'est ça l'eschatologie spatiale, c'est simplement réoccuper les terres qui ont été appropriés littéralement à des gens qui étaient au contraire appropriés à leur terre et non pas propriétaires de leur terre. Donc ce serait ça l'eschatologie spatiale en fin de compte. C'est cesser de dire, comme dit Elon Musk, que bon, la Bolivie a beaucoup de lithium, donc il faut y être, il faut l'arracher s'ils ne veulent pas nous donner, on va nous vendre, on va les envahir et on va simplement... parce qu'on a besoin quand même de lithium pour nos braves véhicules électriques, etc. Donc ce serait ça, simplement. Et le point commun entre la question de l'identité et l'eschatologie spatiale, c'est que, pour Bruno, le sol était des puissances d'agencement. Bien sûr. C'était l'historicisation, il y avait bien, mais qui étaient des puissances d'agencement que l'on libérait en quelque sorte, et qui n'étaient pas vectorisées vers une totalité comme le prolétariat ou des choses... Oui, tout à fait. Il n'aimait pas... Donc il ne pouvait pas y avoir d'identité possible. Oui, il n'avait pas l'idée de sujet révolutionnaire, je sais bien. Mais le planétariat n'est pas un sujet révolutionnaire, c'est plutôt un témoin ou quelque chose comme... il n'est pas totalisable comme le prolétariat, en principe, revêt à être totalisable, parce qu'on appelle le prolétariat international, justement. Et il y a une différence énorme entre international et mondial. C'est-à-dire que le prolétariat était international. Et on voulait qu'il... Et le planétariat, au contraire, c'est mondial. C'est-à-dire que c'est la condition générale de l'espèce, à l'exception, évidemment, de ceux qui profitent de cette situation, qui sont... je n'ai pas de nom suffisamment infâme pour... pour définir cette autre classe géosociale qui s'oppose au planétariat, qui en fait c'est 99% de l'espèce humaine, et
les espèces non humaines, qui sont incluses dans le terrestre de Bruno et dans ce que j'appelle le planétaria, les classes géosociales. Ce sont aussi des classes transspécifiques, transespèces. Oui, Paul-André, et puis après, monsieur. Oui, je vais. Ah, pardon, Bruno. Paul-André, Bruno, monsieur, voilà, ça va. Oui, voilà. Je vais essayer de répondre à Grégory. Nostalgie d'une unité perdue. Peut-être que Walter Benjamin, peut-être. Mais en réalité, ce qui se passe, ce dont j'ai parlé, se déroule dans une époque, au contraire, où la planète commence à exister en tant que globalité. C'est l'époque des standards, le lieu et l'heure. Premier standard, les postes, les télégraphes, le droit international, les statistiques, création d'un institut international de statistiques. Et c'est très compliqué, les statistiques, puisqu'il faut qu'elles ne disent jamais les mêmes choses selon les États. Donc ce qui est en jeu, c'est la question des frontières, la question des constructions étatiques. La population, l'idée d'une population mondiale dénombrable commence également à cette époque. Les migrations deviennent mondiales. Et vous voyez le contraste entre l'idéologie et la manière de se représenter, la façon dont les phénomènes se déroulaient, ce qui est le propre de l'histoire sociale, c'est qu'en général, l'idéologie ne résiste pas. Donc, par exemple, le prolétariat mondial, non. Le problème du monde ouvrier à l'époque, c'est qu'il est effectivement universaliste et disons, cosmopolite, mais qu'il fait face à des stratégies patronales qui, en permanence, importent des ouvriers étrangers pour briser les grèves. Donc, l'équation ou pour casser les salaires. Donc, l'équation du prolétariat n'est pas univoque. Enfin, ce monde que je décris d'unification mondiale, l'unification mondiale, elle débouche à une intensification des compétitions impériales, de partage, de disputes sur les ressources, de disputes sur l'emprise des terres coloniales, avec notamment, pour ce qui concerne Gaïa, les premières objectivations massives relatives à l'épuisement attendu des matières premières dans les années 20. Les années 20, c'est dans toutes les sciences de la nature, l'idée selon laquelle les matières premières vont être épuisées à cause de la croissance démographique. Celui qui a très bien analysé ces répercussions, c'est Victor Chlokowski, en analysant la manière dont le jeune Claude Lévi-Strauss a grandi dans ses hantises des années 1920. Pour ce qui concerne l'attachement à la Terre, dans le mot attachement, il y a une dimension effectivement un peu nostalgique et romantique, mais attachement, il y a aussi une notion de qu'est-ce qui vous donne des droits. Ce qui se produit à la fin du XIXe siècle, c'est que les droits formels et informels, je n'entre pas dans le détail, étaient liés au lieu, étaient liés à la commune, et étaient liés également à l'insertion dans des groupes, dans des collectifs. C'est aussi une manière de penser les communs. Alors, c'est très bien les collectifs, c'est très sympathique, mais vous ne pouvez être reconnu en tant que personne qu'en tant que vous appartenez à un collectif local. Et ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est qu'on vous détache de l'appartenance locale. C'est le sens, par exemple, de l'apparition, ou la diffusion, plus exactement, des papiers d'identité. Le papier d'identité, c'est souvent mal vu dans l'historiographie, mais le papier d'identité, c'est ce qui vous permet de circuler librement si vous êtes un homme et surtout si vous êtes une femme, indépendamment de votre groupe d'appartenance et de votre lieu d'appartenance. En somme, et c'est l'écho avec les questions contemporaines, moi j'invite à se méfier des eschatologies, mais surtout j'invite à se méfier des lectures univoques. Parce que, et j'invite aussi à une dimension réflexive, je crois que c'est un peu celle que vous avez eue, sur le fait que les sciences sociales adorent la dimension, sont très centrées sur la dimension de l'apocalypse. Et je pense que il serait intéressant d'y réfléchir, parce qu'en réalité, les phénomènes sociaux sont plus complexes, et si nous nous intéressons je pense qu'on s'intéresse tous ici aux résistances, sous des formes ou sous une autre,
Les résistances, elles sont effectivement à l'œuvre et elles transforment des processus dont on pourrait redouter qu'ils mènent de manière univoque vers l'apocalypse. Bruno, et puis monsieur après. Merci. Je mesure là depuis ce matin combien le titre qu'on a choisi, l'art d'assembler, a un revers en fait, hein, parce que c'est aussi une manière de nommer Latour qui est de souligner qu'il arrivait à unir des choses extrêmement dissemblables et des exposés très dissemblables et des positions au fond très dissemblables. Il les réunissait tout de même et je trouve que cette table ronde a fait ressortir une polarité sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse. Au fond, elle a d'ailleurs été un peu préparée par des échanges précédents. Je vais le dire très simplement. Je pense que on peut tous s'accorder sur le fait... Pardon. On peut tous s'accorder sur le fait que Latour a été l'un des plus grands promoteurs d'une manière de réincorporer la pensée au changement. Voilà. C'est très simple, mais au fond, c'est très difficile de faire ce geste-là en philosophie, en sociologie, en histoire. Faire que la pensée est une dimension du changement et que reprendre une dimension du changement, c'est vraiment penser le changement. Voilà. Bon, alors, quand on a dit ça, en fait, il y a quand même des appuis pour le faire qui sont très différents. Et moi, depuis hier matin, c'était la première table ronde qui m'a donné cette impression. Je prépare mon exposé final. Hein, Bon, mais la première table ronde m'a donné cette impression et c'était très juste, ça a été dit. Il y a eu chez Latour une espèce de choix épistémologique. Alors, épistémologique, c'est pas un mot qu'il aimait, mais épistémique, on va dire ça. Entre différentes disciplines pour opérer cette incorporation de la pensée au changement et d'accompagner le changement lui-même sur le mode de la pensée. L'une très forte, ça a été effectivement l'anthropologie. Le choix de l'anthropologie a été effectivement, et c'était souligné hier, je crois, par Patrice Méniglier, un moment récursif dans l'histoire de sa pensée où il s'est dit que c'était par là qu'il fallait passer. Ça n'a pas toujours été le cas dans son œuvre. La sociologie, au fond, offre peut-être une autre alternative. Et ce que je me dis en écoutant cette table ronde, c'est qu'il s'est de plus en plus intéressé à, pas seulement l'histoire des sciences, mais l'histoire elle-même, l'histoire des sociétés politiques et des sociétés européennes, et que c'est encore une autre manière scientifique de choisir la prise pour intégrer la pensée au changement. Alors voilà, je ne vais pas trancher sur ces différents... J'essaierai un peu de le faire demain, mais je crois que ce qu'on a senti là, c'est que sur ce point, sur cette question scientifique, se joue quand même une question politique importante. Et je la dirais sur le mode scientifique, anthropologie et ou, assemblée ou dissemblée, socio-histoire. Socio-histoire de l'État, socio-histoire des institutions. Voilà, je me contente là de souligner la polarité, mais je crois que c'est important de dire le point où on en est là. Voilà, merci. C'était pas une question, vous voyez. Monsieur, il y avait... Merci. Surtout pour Clive Hamilton. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience de David Hamilton, David Holmgren in Australia, on permaculture and environmental design?
Do you have an opinion on his experiments? I'm not familiar with it. Oh, I'm sorry. I thought you were. Il nous reste 2 minutes pour un mot de la fin. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir, notamment ce que vient d'ouvrir Bruno Carsanti? Est-ce que... Non? Yes? Clive? Yes? Yes. Yeah, just a final comment. Gregory, in your summary of events, you raised the question of how to read Gaia, which I think is an exceptionally important and difficult question. And as you might know, James Lovelock himself went through a number of iterations. I think the last one of them under the strong influence of Bruno himself, and that led to also Bruno's work with Tim Lenton on the interpretation of what Gaia and the Earth system is. But in my experience, speaking with Earth system scientists and reading their work, when they attempt to describe the Earth system and how it has evolved in the Anthropocene, they always resort to metaphors like the ornery beast and the waking giant and the angry planet and so on. And I think that they do that because it's the only way to describe and think about Gaia in terms of metaphors, because Gaia, Earth system, always has an element of the indivisible remainder, the other. The other cannot be abolished from the Earth system, and no matter how good our models become, it will always be there. And so it's exceptionally hard to characterise Gaia, and you can kind of lose your mind trying to do it. So it's not alive, it's not dead, but it has this element of other, which is why schemes for geoengineering are so dangerous in practical form, but also philosophically dangerous as well. Bruno always, I think, tried hard, in the back of his mind at least, to knock that capital G off Gaia, because he was always afraid that we would understand Gaia as being this huge disembodied force above us which pulled our strings, which, as you know, was the worst thing that could possibly happen in Bruno's mind. So I just venture those thoughts as cautions when we try to read Gaia. Merci beaucoup, Clive, pour resserrer toute la discussion autour de cette question si importante, qui est l'usage de Gaïa. C'est l'heure d'arrêter et de se retrouver à 14h30. Merci encore aux participants.